Zoom Eco Live, c'est parti avec cette spéciale édition Goma. Nous sommes à Kinshasa, d'où nous émettons, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir des invités, mais également des participants pour ces numéros du jour, puisque nous avons voulu faire un clin d'œil à cette population dans l'Est de la République démocratique du Congo qui est victime d'une catastrophe naturelle. Il s'agit bien sûr de cette éruption du volcan Nyiragongo. On en parle encore et ça revient sur toutes les lèvres, beaucoup plus les déplacements de cette population vers les autres villes voisines. Comment ça se passe? Est-ce que le gouvernement a su prendre la gestion et la bonne de la crise qui s'observe? On en parlera tout à l'heure, mais avant tout, nous allons recevoir notre présentatrice de tous les jours, Judith Unamaka, qui nous ramène des précisions sur les chiffres en République démocratique du Congo. Puisque nous sommes et nous parlons chiffres, Judith Unamaka, c'est donc dans Chiffres et Clés, tout de suite. Suivez. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons slalomer avec vous pour parler des chiffres. Comme d'habitude, nous commencerons donc avec le taux du jour et le taux officiel. Allez-y. Concernant le taux officiel de la Banque centrale du Congo, nous parlons du taux officiel où $1 se change à 1988 francs congolais pour $1 américain et un franc CFA à 3,67 centimes. Et 1 euro vaut 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés plus particulièrement au niveau de Matete, où $1 se coopère à 1980 francs congolais. Un franc CFA équivaut à 3,69 centimes, pendant que 1 euro se troque à 2420 francs congolais. Alors, que dire de l'inflation du mois d'avril 2021? En rythme mensuel, l'inflation est ressortie à 0,446% au mois d'avril 2021 contre 0,312% en mars dernier, portant l'inflation en cumul et en glissement annuel respectivement à 1,5% et 13,93%. Alors, comment se projette cette inflation à fin décembre 2021? À condition inchangée, l'inflation atteindrait 4,66% à fin décembre 2021, face à un objectif moyen à moyen terme fixé à 7,0% par la Banque centrale du Congo. À en croire les experts de la Banque centrale du Congo, cette tendance est confirmée par les résultats de conquêtes effectuées auprès des chefs d'entreprise, lesquels révèlent le maintien de la confiance de ces derniers quant à l'évolution de la conjoncture économique à court terme. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour ces précisions chiffrées. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine. Et ça sera encore avec vous. Tout à fait. Alors, merci. Je vous ai annoncé sur ce plateau de co-débatteurs, des participants, ceux-là qui ont voulu échanger avec nous sur cette question de Goma. Oui, puisque nous avons prévu un plateau spécial, je reçois pour vous Fierté Dinanga, qui est observateur, analyste, mais aussi David Dandala, qui est également observateur, analyste. Bienvenue. Merci. Alors, comme de si à moi, j'aimerais déjà commencer par vous séparer en posant la question individuellement. David Dandala, comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Et vous, Fierté Dinanga? Nous tenons au rythme des réalités de la République. Alors, vous êtes là, invité pour que l'on parle un tout petit peu de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlons donc de Goma. Sentez-vous quand même que le gouvernement a su prendre la gestion de la crise en main? Je commence par vous, Fierté Dinanga. Merci beaucoup de cette question, mais je me substitue en cadre des propositions parce que faisant une analyse depuis 2002 plutôt, que nous avons connu la même histoire, il aurait dû y avoir un cadre de prévention de 2018 à ce jour. Donc ça veut dire que nous avons remarqué un vide. Au lieu de rester dans le pleurnichage, il faut plutôt faire des propositions. Moi, je crois que ce qui est arrivé à l'est du pays, c'est ce que vous avez appelé catastrophe naturelle. C'est des choses qui arrivent sans sonner, sans prévenir. Quand même qu'il y a des structures qui sont habilitées à faire ces études-là, afin de porter projection sur l'avenir. Moi, je crois que le gouvernement de la République a la mission de pouvoir aujourd'hui
mettre en place un cadre de protection, ça veut dire par exemple les mesures de délocalisation de population de ce coin-là qui peut-être en projection après 18 ans, ces mêmes réactions peuvent encore Merci arriver. beaucoup. On a senti quand même le ministre de la Communication très impliqué, engagé à travers des communications recadrées pour essayer de remonter un peu le moral à cette population qui souffre depuis un bon bout de temps dans l'Est de la RDC. Dinanga, votre réaction, est-ce que vous sentez le gouvernement présent? Je salue la bonne volonté de l'actuel ministre des Communications qui se bat comme il peut pour communiquer, faire des communications politiques mesurées à la taille de nos peuples. Mais il est quand même de devoir que nous devons sauver des vies. Nous devons sauver des vies. On ne doit pas rester à faire des communications politiques, à organiser des veillées de prières pour que Dieu descende du ciel et aille soutenir nos frères de Goma, comme si notre gouvernement ne sait pas par où commencer. C'est tout ce que nous déplorons. Et gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas quand même nier les efforts qui se font. On a vu le gouverneur militaire qui s'est déployé avec ses services. On a vu également comment est-ce que la primature bouge avec les différents partenaires qui sont reçus pour apporter main forte à cette situation qui déstabilise. Une situation, Fierté Dilanga qui l'a dit tout à l'heure, non prévue. C'est arrivé comme de manière fortuite. Si vous nous suivez, nous sommes d'avis, nous avons accepté que à la primature, ça bouge. Quand Fierté Dinanga nous dit sur ces plateaux que cette situation de catastrophe naturelle est venue à l'improviste, j'ai dit non. Ça a été prévu. Nous avons même l'agence de prévention volcanique qui est à l'est de la République, à Goma, qui est sous gestion du ministère Warrior en charge de recherche scientifique, qui s'est plaint sur une des radios de la place que les frais lui alloués pour le fonctionnement et la prévention de tout ça étaient à l'ordre de 0,2% du budget national. Quelle honte pour la République! Et aujourd'hui... On doit le dire que ce gouvernement-là quand même a hérité. Et aujourd'hui... C'est une situation qui date de longtemps. Non, mais la gestion de la République n'est pas statutaire. Ce n'est pas parce que vous l'avez hérité que vous ne pouvez pas ajouter quelque chose. Combien de temps c'est simpliste de penser comme ça. Et aujourd'hui, regardez que les ministères, les ministres nationaux, les gouvernements, les gouverneurs, ils ne savent même pas par où commencer. Même le transport pour évacuer nos frères. L'axe Goma-Sake, en temps normal, l'axe-là nous coûtait 1500 francs congolais, 2500 de transport. Aujourd'hui, c'est à 10 dollars. C'est à 10 dollars. Le gouvernement qu'on nous dit ici, qui prévoit, qui lutte, pourquoi ne pas chercher à négocier avec les transporteurs, disponibiliser les véhicules pour aider nos frères à déplacer de Goma, Sake, Masisi, Bukavu. Ou sinon... disponibiliser les bateaux qui peuvent prendre nos frères du lac et aller en face. Votre réaction, rapidement, parce qu'on doit suivre un reportage. Je l'ai dit d'entrée de jeu que de 2002 à ce jour, il n'y a pas un travail qui s'était fait qui pouvait répondre dans les principes de la continuité de l'État. Alors, il y avait eu l'inertie depuis ce temps-là, et aujourd'hui, le gouvernement qui est sur place a que 3 mois, si je ne m'abuse pas. Et donc, ils sont en train de faire mieux qu'ils peuvent. Mais je compte ici sur le principe de la décentralisation, parce qu'à ce coin de la République, il y a un gouverneur, il y a un gouvernement provincial qui est en train de travailler. Écoutez, voir le gouvernement faire quelque chose, ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui se déplace pour aller faire ces trocs-là, c'est pas seulement... écoutez, il y a une délégation des ministres qui est sur place, qui est en train de travailler. Et cette décentralisation est en train de travailler. Pour peser la température de ce qui se passe à ce coin de la République, il faudrait prendre... Par exemple, les duplex des personnes qui sont là-bas pour qu'ils nous disent est-ce que le gouvernement travaille ou pas. L'art est très difficile, la critique est aisée. On peut ici se mettre dans la peau des critiqueurs pour dire que rien ne s'est fait. Mais par contre, dans l'entrée des jeux, je vous ai dit que je devrais m'ériger en force de proposition. Aujourd'hui, je me dis que le gouvernement de la République devrait construire
des tentes casse-croûte de sécurité, comme on peut le dire. On reviendra aux propositions. Nous Merci. allons quand même suivre un reportage qui nous présente la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir pour plus de précisions. Bonjour. Après les mesures d'évacuation obligatoire de plusieurs quartiers de la ville de Goma, touchés de plein fouet par l'éruption du volcan d'Iragongo, les évaluations se poursuivent pour ajuster la réponse humanitaire de manière la plus adéquate possible. Avec plus de 5 millions d'habitants, dont plus de 78% vivent en dessous du seuil de la pauvreté, un taux moyen de chômage autour de 83%, dont la plupart sont des jeunes, la province du Nord Kivu est secouée par une situation sécuritaire qui décourage les investisseurs et l'environnement des affaires semble de plus en plus difficile. La ville de Goma n'échappe guère à cette réalité, comme quoi la catastrophe naturelle intervenue le 22 mai dernier plonge la ville dans une situation beaucoup plus aggravée. 10 quartiers sous les 18 que compte la ville de Goma doivent être évacués de manière obligatoire. Et les populations abandonnent derrière elles tout ce qu'ils avaient comme bien, pour vite rejoindre des zones d'évacuation, soit à Gisenyi au Rwanda, à Sake ou à Bukavu du côté congolais. Une préoccupation est soulevée. Comment s'organise l'assistance humanitaire et combien coûterait cette réponse humanitaire? Côté gouvernement congolais, au-delà du plan d'évacuation qui est déjà mis en œuvre, une délégation gouvernementale est à pied d'œuvre sur place pour évaluer justement cette réponse humanitaire et proposer une évaluation qui serait beaucoup plus adéquate. Entre-temps, dans un élan de solidarité, l'Union européenne a annoncé un décaissement de 188 000 € pour appuyer la Croix-Rouge dans ses efforts de rétablissement de l'électricité à Goma. Les États-Unis, à travers l'agence d'aide américaine USAID, apportent 100 000 $ pour fournir de l'eau aux victimes. En bon voisin et solidaire, le gouverneur du Sud Kivu a identifié quelques 5 sites pour accueillir les déplacés venus en masse de la ville de Goma. Au même moment, une forte mobilisation a été lancée auprès de forces vives et toutes les bonnes volontés dans la ville de Bukavu pour collecter vivres et non-vivres pour apporter assistance aux sinistrés. Dans la capitale congolaise, des initiatives privées des collectes de fonds sont également engagées pour soutenir tant soit peu ces nombreuses personnes en situation de détresse humanitaire. Tout est nécessaire pour eux. Ils ont besoin des abris, ils ont besoin des repas chauds, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de vêtements, de soins de santé, et ils ont également besoin de notre affection. Combien devra coûter une telle réponse humanitaire? Il est vrai qu'il faudrait attendre les évaluations qui sont en cours au niveau de la province du Nord Kivu pour savoir exactement combien de millions, combien de milliards faudrait-il pour remettre Goma sur les rails. Ce qui est évident est que cette éruption volcanique a entraîné des pertes énormes pour l'économie locale et un plan d'intervention en faveur de la ville de Goma s'impose pour lui permettre de se relancer. Merci de nous avoir suivis. Voilà, des retours sur ce plateau, des plaintes. Cher Teddy Nanga, on a su entendre que la population lance quand même un SOS au gouvernement, justement, pour leur prise en charge. On a vu des déplacements en masse, mais qui assure ces déplacements en masse? Est-ce que c'est pris en charge par le gouvernement? Votre réaction? Merci beaucoup. Donc, la population a le droit de pouvoir crier à un SOS. C'est tout à fait normal, c'est de leur droit. Et donc, le gouvernement de la République, j'ai dit ici d'entrée des jeux que quant au déplacement dû aux catastrophes naturelles, les gens partent dans tous les sens, les pertes, les dangers, tout peut arriver. Mais ici, comme je l'ai dit, je suis dans des propositions parce que ce gouvernement qui s'est mis en place se veut un gouvernement des travaillistes. Donc, qu'est-ce que je peux? C'est porter des protections
parmi mes protections, ça veut dire qu'il faut que cette zone qui a connu des dégâts puisse être délocalisée. La population soit délocalisée pour un autre coin de la République. Ça, c'est une première Momentanément. non, provisoirement. Non, pas momentanément. Définitivement. Définitivement. Parce que c'est une zone. Après 18 ans, il y aura toujours les mêmes réactions, les mêmes causes, avec les mêmes effets. Comme il n'y a pas de capacité technique de gestion à fermer ou contenir les volcans, donc il faut toujours vider les lieux. Vider les lieux, laisser ces coins, par exemple, comme un site touristique où tout le monde de l'extérieur peut venir s'enquérir de la situation volcanique. Moi, je crois qu'il faut toujours faire des propositions parce que le gouvernement en place a besoin de travailler. Et pour qu'il travaille, il faut des propositions, des suggestions qui vont permettre à ce que là où rien ne s'était fait, que quelque chose se fasse. Et on peut les juger si on a fait des propositions et que plus tard, rien ne s'est fait. Merci beaucoup. Alors, David Dandala. Moi, je pense qu'il faut commencer par encadrer cet exode qui, à l'allure vont les choses, risqueront de créer des contaminations, d'autres maladies comme Ebola ou comme choléra. Pourquoi pas le Covid? Pourquoi pas le Covid-19 quand on voit comment les mesures barrières sont violées par cet exode rural forcé par cette catastrophe naturelle. Il faut que le gouvernement cesse de briller par l'absentéisme outré qui les caractérise. Il faut que nos populations de l'Est sentent que ce sont des Congolais et chaque fois qu'il y a un problème, le gouvernement est derrière eux et les autres frères de l'Ouest sont solidaires avec eux. Très bien. On ne peut pas compter sur le gouvernement provincial quand on sait bien que la rétrocession cause problème, quand on sait que la mise en exécution de la on est dans une situation cause problème. Je dirais particulière. Et en même temps, rien à voir avec la rétrocession. Parce que je dois vous ajouter ça, en tant qu'africaniste fier de l'être, je n'aimerais pas que pendant cette période de souffrance qui nous frappe par les événements à Goma, que ce soit une occasion d'humilier, d'insulter notre peuple en médiatisant un don de 180 000 $, comme si la République elle-même ne pouvait pas faire ça. On en parlera avec vous tout à l'heure. Je vous garde une minute puisque nous avons poser la pique en parlant du gouvernement. Nous allons aussi donner cette opportunité à notre présentatrice du dossier. Elle nous ramène des précisions sur ce qui a été ou ce qu'a été le point de presse du gouvernement il y a peu. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a donné de nouvelles révélations et de nouvelles orientations. Judith Piombo est déjà avec nous. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, vous nous ramenez plus de précisions sur ce qui se passe à Goma. Le porte-parole du gouvernement a eu à tenir son point de presse. Quels sont les grands points retenus? Alors, comme vous venez de le dire, le ministre de la Communication et Médias a tenu un point de presse pour pouvoir éclaircir, donner des précisions sur l'évacuation de la population de Goma, précisément ceux du quartier déclaré comme zone rouge. Et donc, d'après le porte-parole de l'exécutif national, Mouyaya, les risques, la ville de Goma est exposée à 4 types de risques majeurs suite à l'éruption volcanique qui a eu lieu le samedi 22 mai 2021. Il a cité notamment les risques d'accentuation des tremblements de terre ressentis de manière continue depuis le mardi 22 mai et qui peuvent causer des pertes de vies humaines, mais aussi des dégâts importants matériels. Ensuite, il y a aussi eu des risques d'une nouvelle éruption volcanique ou une éruption volcanique secondaire portant sur des fissures créées par les mouvements sismiques. En troisième lieu, il y a donc des risques d'explosion de poches de gaz sous le lac du fait d'un contact avec magma. Et pour finir, les risques de toxicité
profiter de l'environnement ambiant du fait de la poussière. Et donc cette délocalisation se justifie aussi par le fait que l'on se retrouve face à une situation ou à des faits inédits, c'est-à-dire que généralement quand il y a éruption volcanique, d'une manière ou d'une autre, ça s'annonce. Mais pour cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, chose qui est très compliquée puisque même les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils ont été surpris. Oui, tout à fait, comme toute autre personne. Et donc la nécessité de pouvoir évacuer les gens ou délocaliser vu que la situation n'était pas au contrôle. Et donc ça rentre dans la logique de ce que disait Fierté Dinanga, il faut à tout prix définitivement délocaliser. Et vous parlez des zones rouges, quelles sont ces zones rouges? Vous en avez des précisions? Oui. Il y en a au total 10 qui ont été dénombrés. Il s'agit de Mabanga Nord, Mabanga Sud, Murara, Mapendo, Majengo, Virunga, Bujovu, Kaembe, Mikeno et les quartiers des volcans. Et donc il faut aussi signaler qu'il y a des dégâts qui continuent à s'en suivre jusqu'à aujourd'hui, donc qui continuent à être enregistrés. Et donc nous prions vraiment que la faveur divine soit sur cette partie de la République démocratique du Congo pour que ce calvaire s'arrête complètement. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo. En entendre parler, on peut se dire qu'il y a quand même une volonté du gouvernement qui suit de près, même si ce n'est pas 100%, mais cette implication, Fierté Dinanga, dénote qu'il y a quand même quelque chose qui se fait, un travail. Bravo au ministre de la Communication pour ce recadrage technique, parce que je crois que ça sont des éléments palpables et qui peuvent orienter le peuple congolais et qui peuvent en même temps informer mieux le peuple congolais sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a crié sur ce plateau de l'absentéisme du gouvernement, mais écoutez, vous avez compris que le gouvernement est en train de travailler à travers son ministre de la Communication qui a fait les rapports d'un état des lieux de cette équipe qui était sur place. S'il n'y avait jamais l'équipe du gouvernement sur place et technique pour pouvoir informer sur ça, les rapporteurs du gouvernement allaient avoir quoi comme rapport? Donc, il y a ce travail qui se fait quelque part. Mais ici, comme je l'ai dit, nous devons tenir en compte les propositions qui sont faites pour pouvoir orienter l'action du gouvernement. Cette délocalisation fait office d'un point très majeur pour permettre que cette population puisse rester en paix, en sécurité pour plus longtemps. Et moi, je préfère encore que dans cette implication du gouvernement, que la dame qui a parlé tout à l'heure pour crier SOS, que le gouvernement puisse entendre cela pour faire un travail peut-être de soutien financier parce que les gens ont perdu beaucoup de leurs biens. Alors voilà pourquoi je me suis apaisanti sur la décentralisation afin que le gouvernement provincial puisse faire un travail technique qui va donner le rapport au plus haut niveau. David Dandala, vous avez suivi le dossier, votre réaction? Ma réaction est que le gouvernement de la République du Congo doit éviter à tout prix une gestion apépriste de la ressource publique en posant les actes mesurés à la taille de la situation pour épargner nos peuples et nos frères de Goma à des situations très compliquées. Le gouvernement Warrior doit poser vraiment des actes à impact visible pour que nos peuples, nos populations ne se sentent pas délaissées et oubliées. Très bien. Alors, nous allons quand même prendre, puisque nous avons prévu cette émission, prendre en ligne un habitant, pas à Goma, puisque là, il y a une forte complication, on a tenté, une forte perturbation du réseau due à ces tremblements de terre qui se sont finalement calmés depuis ce matin. Nous allons quand même prendre quelqu'un à Bukavu, puisque Bukavu aussi a reçu ces sinistrés depuis pratiquement 24 heures, qu'elle continue à recevoir ces victimes de Goma. Nous allons donc prendre un habitant, nous sommes en ligne avec vous, Clovis Lubula, vous habitez justement Bukavu. Bonjour. Bonjour, monsieur Chongo. Alors, monsieur Clovis Lubula, ma première question est de savoir comment est-ce que la ville de Bukavu a-t-elle reçu ces différents sinistrés venus de Bouma? Je peux dire que c'est depuis 72 heures, puisque les mouvements de sinistrés ont été observés il y a de cela 3 jours ici à Bukavu. Sauf que hier, quand le gouverneur militaire du Nord Kivu a ordonné à certaines personnes d'évacuer la ville, là maintenant le mouvement s'est intensifié. Mais pour la province du Sud Kivu,
il s'est tenu, le gouverneur provincial, le gouverneur de la province du Sud Kivu a tenu hier une réunion de crise au cours de laquelle une commission de crise a été créée et on a donné à cette commission une mission d'identifier les sites qui devront accueillir les sinistrés. Par rapport aux sites, je connais personnellement que les sinistrés de Goma sont sur le site de réfugiés de Ndendere. Donc, il y a un site qui avait déjà été aménagé longtemps, c'est occupé par les réfugiés. Ce site-là accueille les sinistrés. Et selon certaines informations à ma possession, il y a certains autres sites à travers la ville, comme le stade et d'autres terrains qui ont été aménagés pour recevoir en fait les sinistrés. Alors, à quel niveau intervient cette prise en charge? Je n'ai pas les détails par rapport à la prise en charge, mais je pense que c'est seulement l'hébergement. C'est seulement l'hébergement. Et puisque, pour ce qui concerne les sinistrés qui ont des familiers, ils ont jugé bon d'aller dans des familles d'accueil. Et certaines personnes ont même jugé bon de louer des maisons. Donc, je n'ai pas trop d'informations sur les degrés ou les niveaux de prise en charge, mais à ce que je sache, ce qui est primordial d'abord, c'est leur installation. Alors, Clovis Luboula, est-ce que l'État est également impliqué dans la prise en charge de la mobilité de ces victimes qui doivent en principe quitter un point A vers un point B? Non, malheureusement, en dépit du fait que les gouverneurs ou les deux gouverneurs sont unanimes par rapport au déplacement de ces sinistrés. C'est lui qui a ordonné l'évacuation. Devrait, à mon sens, mettre en place aussi des moyens d'évacuation, c'est-à-dire permettre aux sinistrés de se déplacer des moyens appropriés pour se rendre dans des milieux indiqués. Par exemple, pour Bukavu, sur le lac Kivu, certains bateaux des particuliers, et le gouvernement devrait, en tout cas, réquisitionner ces bateaux-là et permettre aux gens d'y entrer gratuitement. Mais ce n'est pas ce qui se fait, malheureusement. Il s'observe d'ailleurs une hausse du prix des bateaux qui a doublé. Vous voyez, donc ces sinistrés-là qui viennent doivent payer, doivent se prendre en charge pour venir. Ceux qui empruntent la route pour saquer, bon, c'est le même calvaire, ils traversent, puisque là, il y a trop d'embouteillages. Et hier, on a appris que la route Kibumba a été rétablie. Bon, c'est quelque chose à encourager. Mais bon, quand on n'a pas de véhicule, quand on n'a pas de carburant, comment on va se rendre soit à Rutshuru, soit à Kibumba? Vous voyez que c'est un problème sérieux. Donc, pour être précis dans ma réponse, en tout cas, le gouvernement n'a mis aucun moyen pour les transports, pour les déplacements des sinistrés. Alors, pour finir, il y a quand même certaines personnes qui nous disent que le gouvernement, c'est vrai qu'il n'y a pas une prise en charge totale, mais qu'il y aurait également ces commerçants, voilà la question, qui profitent de la situation pour se faire de l'argent. Beaucoup plus les commerçants, je parle de la ville de Bukavu. Est-ce vrai? Ah là là, Monsieur Songo, hier, moi-même qui vous parle, je suis parti au marché m'approvisionner et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai trouvé sur le marché, en tout cas, ça m'encourage pas. Puisque, par exemple, pour un sac de riz qui coûtait 20 $, on le trouve actuellement à 21 $ au marché. Un sac de farine, c'était à 14 $ pour le moment. 18 $, ou même 20 $. Et voilà, pour certains commerçants, cette occasion, ce sinistre,
c'est pour eux un moyen de s'enrichir. Est-ce que vont-ils s'enrichir réellement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'est pas bien. Ça n'a rien d'amour. Ça n'a rien de solidaire. Puisque, à mon avis, les commerçants devraient aussi être conscients de ce sinistre et accorder leur hospitalité à leur frère de Goma. Malheureusement, nous déplorons la hausse de prix et je note que le gouvernement provincial est impuissant par rapport à cette situation. Merci beaucoup à vous, Clovis Lubula, pour toutes ces précisions. Alors, nous allons poursuivre avec vous. Vous avez suivi, c'est Duplex. Il était avec nous en ligne. Votre réaction? Merci beaucoup. Encore une fois, comme j'ai dit que nous devons tous nous substituer en force de propositions, je salue cette proposition. Il a fait montre de l'absentéisme à ce point-là, de la prise en charge par le gouvernement, et il a donné ses pistes de solutions et ses propositions. Moi, je crois qu'ici, au gros mot, grand remède, il faut que le gouvernement fasse le forcing pour pouvoir recadrer, parce que vous avez fait mention qu'il y a des personnes qui veulent monter des enchères dans des marchés pour pouvoir saper sur les efforts de ces gens-là qui se sont déplacés à un coin pour un autre, question d'avoir une sécurité sociale. Moi, je crois que le gouvernement doit peut-être faire utiliser l'armée pour pouvoir instaurer la règle. Sur d'autres cieux, ça se passe comme ça. Voilà, en cas de catastrophe, en ce moment, on fait intervenir l'armée. Le gouvernement doit organiser les casse-croûtes, doit donner des aides en termes de nourriture à ces gens-là. Ce Réquisitionner. qui est envisagé. Exactement. Regardez peut-être des grands commerçants de ce coin qui ont des vivres, réquisitionner cela et donner à ce qui sont. Réquisitionner même de bateaux, des véhicules. Tout à fait. Permettre la mobilité. Pouvoir permettre ces gens-là à se déplacer. David Dandala. Tout en partageant l'intervention de mon co-débatteur de tout à l'heure, j'aimerais aussi que le gouvernement puisse traquer ces malhonnêtes de commerçants qui veulent indûment gagner la vie sur les dos du sinistre de nos frères de Goma, comme ils l'ont toujours fait. Avec la DEFNALU et la guerre, ils le font et ça ne sent pas la solidarité, ça ne sent pas l'amour entre Congolais. Et je crois que par les ministères de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, ils doivent inculquer à nos peuples cette culture-là et ils doivent insister vraiment sur ça. Et pourquoi pas réquisitionner la force publique pour traquer ces gens-là, parce que ce sont des ennemis de la République, ce sont les ennemis de l'État, ce sont les ennemis des Congolais, et réquisitionner l'armée et traquer ces gens-là pour imposer que les prix des biens de première nécessité, les transports, ne puissent pas connaître une hausse ou une augmentation. Merci beaucoup à vous, Messieurs David Dandala et Fierté Dinanga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons été en édition spéciale Goma SOS. On pourra revenir à vous prochainement pour une édition un peu plus élaborée. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Restez branchés sur nos différents programmes. N'hésitez pas de liker nos vidéos sur nos différentes plateformes. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.